commencer nos débats, j'ai donc le plaisir d'accueillir Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université Paris Diderot et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Philippe Moati va nous parler des nouveaux comportements des consommateurs dans une économie de plus en plus collaborative. Comme promis, à l'issue de cette intervention, vous aurez l'opportunité de poser des questions avec un micro qui circulera dans la salle. Professeur, vous avez la parole. Bonjour à tous, laissez tomber le professeur. C'est lourd de charge de faire démarrer cette journée de réflexion collective. Donc je vais commencer par une banalité. Je suis sûr que vous êtes convaincus que les choses bougent aujourd'hui à une vitesse absolument accélérée. On a un peu l'impression de vivre dans une tourmente permanente à tous les niveaux. Et je pense que c'est vrai. Nous avons réalisé en 2014 à l'Obsoco une étude pour le compte d'un autre pôle de compétitivité qui est le PICOM, le pôle de compétitivité des industries du commerce à Lille. C'était une étude sur comment les acteurs du commerce voyaient le commerce dans 10 ans. On était en 2014, c'était donc en 2024. Nous avons interrogé une centaine de responsables de réseaux de distribution, pas seulement dans l'alimentaire, et on a essayé de sonder leur croyance à l'égard de ce que serait le commerce en 2024. Un résultat et un seul, mais il y en a beaucoup d'autres dans l'étude, à peu près 92% des répondants étaient convaincus que les 10 prochaines années seraient le théâtre de changements plus profonds encore que ceux que le commerce avait connus au cours des 10 années qui venaient de s'écouler. Donc une anticipation collective à l'échelle de toute une profession d'une accélération du changement. Et quand on les interrogeait sur pourquoi, bien le principal motif qui ressortait était la technologie. Et effectivement, comment ne pas être frappé par l'irruption tous azimuts de ces technologies qui conduisent à la digitalisation de la consommation, du commerce, de nos modes de production, etc. C'est spectaculaire. C'est effectivement l'un des ingrédients, la nouvelle révolution industrielle dont parlait Rifkin dans son précédent ouvrage. Je voudrais prendre un tout petit peu le contrepoint de ça. Évidemment, la technologie, c'est extrêmement important, mais on risque de commettre une erreur d'analyse en focalisant sur la technologie et surtout en tirant comme conséquence au niveau des entreprises, que la réponse aux mutations en cours est de se lancer tête baissée dans la course à l'innovation technologique. C'est un ingrédient très important, mais ce à quoi nous assistons est beaucoup plus profond que ça. C'est un changement à grande échelle de tout le système économique et social. Et les drivers qui sont à l'œuvre sont technologiques, mais également sociétaux. Et finalement, c'est une transformation du capitalisme. Donc je vous invite à une réflexion plus en profondeur, plus large, et essayer de comprendre que finalement ce qui est attendu aujourd'hui des entreprises, ce qui à la fois constitue des menaces mais de formidables opportunités, c'est au-delà de l'innovation technologique, peut-être des innovations de business model. Donc je vais rentrer dans ce sujet par les consommateurs en vous montrant qu'effectivement, si on rentre par la société, par le comportement des acteurs qui se trouvent en bout de chaîne, et bien effectivement, on a ici des gros changements. La technologie est un des facteurs qui font bouger les consommateurs, mais pas le seul, et on va essayer de faire un petit tour d'horizon de tout ça. Alors je vais commencer par un résultat d'une enquête que nous avons menée à l'Obsoco en 2013, qui à mon avis est extrêmement stimulant, et qui fait émerger une volonté très largement partagée parmi les consommateurs français de consommer autrement. Voilà, nous avons demandé à 4000 consommateurs de choisir parmi les 4 affirmations que vous voyez à l'écran. Je les lis, mais mon âge, la vue baisse et l'écran est un peu loin. J'aime la manière dont je consomme et je ne souhaite pas changer mes habitudes. Si je vois bien, 28%. Donc vous avez en gros un quart des Français satisfaits de la manière dont ça se passe, seulement. Je voudrais pouvoir consommer plus. Nous sommes en 2013, au moment où nous posons la question, donc une mauvaise année sur le plan du pouvoir d'achat. On aurait pu s'attendre à avoir 80% des Français déclarant vouloir consommer plus. On est seulement à 26%. Là aussi, un quart. Ensuite, je voudrais consommer moins, mais mieux. 26% aussi. Donc on a un quart des Français qui seraient disposés à consommer moins pour pouvoir consommer mieux. Et enfin, on a 20% qui nous disent vouloir consommer autant, mais mieux. 20 plus 26, ça fait 46. Donc à peu près un Français sur 2 qui nous dit vouloir consommer mieux. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement satisfait du modèle de consommation actuel. Voilà, c'est un peu le coup de pied de l'âne, le consommateur qui, quelque part, se rebiffe et nous révèle quelque chose qui me paraît très, très important. C'est que nous vivons une crise du modèle de consommation de masse. Celui qui s'est mis en place, ça a été rappelé à l'instant, au début des années 60, notamment avec l'arrivée de la grande distribution, mais plus généralement, c'était tout un système économique qui se mettait en place à ce moment-là,
que les économistes appellent le Fordisme, production de masse dans les usines, consommation de masse dans les foyers, distribution de masse entre les deux, et un modèle éminemment quantitatif. Il faut accumuler des marchandises. La croissance repose sur la multiplication des biens produits, vendus et consommés. C'est ce modèle qui est en cours de dépassement. Évidemment, comme ses racines sont très profondes et toute l'économie a été structurée autour de ça, la transition vers autre chose est compliquée. Alors, qu'est-ce qui a changé du côté des consommateurs de ce point de vue-là ? Beaucoup de choses. En fait, les ressorts de l'envie de consommer se sont modifiés. Alors, une raison majeure, c'est sans doute que le Fordisme a très très bien fonctionné et a permis une élévation considérable du niveau de vie de nos concitoyens. Et donc, cette élévation du niveau de vie a permis de couvrir l'essentiel des besoins de base. Manger, se vêtir, se loger, se déplacer, même s'il reste une poche de pauvreté dans nos pays, malgré tout, le niveau de vie moyen a considérablement augmenté. Alors ça a des conséquences très, très directes, que vous connaissez bien, sur la structure de la consommation, notamment l'alimentaire, qui ne connaît qu'une croissance très, très modérée de son chiffre d'affaires, mais qui voit sa part dans le budget des ménages décroître à mesure que ce budget s'accroît. Vous avez les chiffres qui sont rappelés à l'écran, à peu près aujourd'hui 10% de la consommation effective des ménages. On était à 21% en 1960. Une autre conséquence de cette élévation du niveau de vie sur la structure de la consommation, c'est que la consommation se tertiarise. C'est-à-dire que le poids des produits manufacturés dans la consommation des ménages recule tendanciellement, alors que progresse la part des services. Vous avez ici les chiffres également. Les services représentent aujourd'hui 63% de la consommation effective des Français. C'était 39% seulement en 1960. Les proportions se sont quasiment inversées. Mais peut-être plus important encore, quand on a déjà tout, ou presque, eh bien, on est face à des consommateurs repus, en quelque sorte. Et donc, si on veut les inciter à consommer davantage, toujours plus, et c'est un peu dans l'esprit du système, eh bien, il faut trouver la corde sensible, il faut trouver le bouton qui réveille le désir de consommation. Or, quand la fonctionnalité des produits est déjà acquise, la ration calorique, l'eau qui désaltère, la montre qui donne l'heure, etc., eh bien, si on veut réveiller ce désir de consommer, il faut plutôt tabler sur les ressorts socio-psychologiques de la consommation, parce que consommer, ce n'est pas juste se procurer des choses utiles, vous le savez aussi, c'est consommer du signe, du symbole, des imaginaires. Et ça, c'est un très puissant levier de stimulation de l'envie d'acheter. Et puis, c'est sans fin, surtout. C'est sans fin, il n'y a pas de limite à ça. Donc, du coup, il faut s'intéresser aux valeurs qui sous-tendent la demande des consommateurs aujourd'hui. Ça, c'est un gros chantier que nous avons en long cours à l'Obsoco. Et nous avons identifié, nous travaillons sur 5 grandes valeurs, 5 grands registres immatériels, symboliques, imaginaires, qui aujourd'hui sous-tendent les comportements des consommateurs et nous donnent ce sentiment que les choses bougent et sont instables. Parce que dès lors que c'est les valeurs qui sont à la base de la consommation, d'abord la subjectivité est au premier plan, donc l'hétérogénéité des attentes des consommateurs prime, et puis surtout c'est très volatile, ça dépend de l'ère du temps. Alors, première valeur, l'individualisme. C'est certainement la caractéristique la plus profonde de la société contemporaine. Elle s'est démassifiée. La notion de classe sociale, par exemple, a beaucoup perdu de sa pertinence pour comprendre les comportements, les opinions, les modes de pensée. Et ça se traduit pendant la consommation par le fait que, je pense que vous êtes bien placé pour le voir, les consommateurs sont devenus très hétérogènes. Et si vous voulez les titiller de leur envie de consommer, eh bien, il faut essayer de deviner ce qui ferait plaisir à chacun d'entre eux. Et ça donne des stratégies du côté industriel, par exemple, de prolifération des produits, d'augmentation du nombre de références. Vous avez ici une illustration avec Nespresso. Vous voyez là, le catalogue des variétés de capsules chez Nespresso. Donc ça pose des problèmes industriels de gérer la diversité. Dans le secteur non alimentaire, l'aboutissement de cette logique d'individualisation, c'est produire sur mesure. On attend que le consommateur nous dise ce qu'il veut et on produit sur mesure. Là aussi, la technologie permet de le faire à une échelle de coût qui est raisonnable. Mais ce n'est pas la seule dimension, la seule conséquence de l'individualisation. C'est une petite bouteille d'eau, non ? Oui, il y a un verre d'eau, merci. Dans cette société individualiste, où le consommateur a le sentiment d'exister par lui-même, d'être maître de son destin, il exige une autre relation marchande. La distribution de masse, le modèle de masse que nous avons connu, traite l'individu comme un mouton dans un troupeau. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Le consommateur 3.0 attend de ceux qui veulent leur rendre quelque chose qu'ils reconnaissent qu'il a face à lui un être singulier. Donc il faut, dans la relation marchande aujourd'hui, personnaliser la relation et faire acte d'allégeance au consommateur. Consommateur, tu es important pour moi, je te reconnais, je te connais et je vais te traiter de manière singulière. Voire mieux, je vais te distinguer.
Prenez le cas Nespresso. Il y a des clients Nespresso dans la salle? Bon, vous êtes bien timide. Vous n'êtes pas des clients. Vous êtes? Comment vous appelle Nespresso? Vous êtes des membres. Vous voyez la différence? On n'est plus simplement dans une relation marchande avec des fournisseurs et des clients. On est dans une sorte de relation partenariale où on partage quelque chose, des valeurs, etc. Et je vous reconnais comme une personne et je vous distingue. Quand on est membre d'un club, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui n'en sont pas membres et vous n'êtes pas confondus avec la masse. Et puis, il y a un membre très prestigieux dans ce club. Il y en a deux maintenant. George Clooney et Dujardin. Voilà. Vous voyez, faire partie du même club que ces deux individus, c'est bien revaloriser le statut de la personne. Donc voilà une première valeur extrêmement forte aujourd'hui qui modifie la donne sur les marchés, du côté de l'industrie comme du commerce, mais ce n'est pas le seul. Deuxième levier, deuxième registre, l'hédonisme, le plaisir. Eh bien oui, société individualiste qui regarde beaucoup son nombril, qui ne croit plus en grand-chose en réalité. On va le voir dans un instant, qui a peur de l'avenir. Et donc, dans ces cas-là, c'est carpe diem, c'est-à-dire du plaisir ici et maintenant. Ça se traduit comment dans la consommation? D'abord, le rejet de la contrainte. Tout ce qui m'emmerde, je zappe. Donc, par exemple, les files d'attente dans les supermarchés, si je peux éviter, je vais trouver des solutions de remplacement. Des produits trop compliqués à utiliser, je zappe, etc. La recherche du plaisir. Et donc, en positif, je vais rechercher des sensations, des émotions. Je vais chercher à être bien, le bien-être physique, le bien-être psychologique. Regardez comment le thème du bonheur envahit les magazines féminins, comment les best-sellers dans les relais H traitent du bonheur, comment être heureux, comment être bien, etc. C'est une quête qui semble universelle aujourd'hui, et donc, dans la consommation, essayer d'apporter cette dimension d'hédonisme et de plaisir, en tout cas, surtout, éviter l'inverse du plaisir qui est la contrainte. La rassurance, troisième registre, les Français, mais pas seulement, sont extrêmement inquiets. Alors ça tient à de nombreux facteurs, d'abord parce que les facteurs d'inquiétude s'accumulent, les risques globaux, le réchauffement climatique, la pollution, le contexte géopolitique, les crises sanitaires, les crises financières, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, dans un contexte où finalement les grandes idéologies qui nous permettaient d'expliquer le monde sont en déclin. Donc, société individualiste qui croit en rien, qui perçoit le monde comme compliqué et dangereux, avec un corps politique qui, à tort ou à raison, est perçu comme étant impuissant, ou presque impuissant face aux problèmes que nous avons affrontés. Donc, nous sommes très inquiets. Et la France, je pense que vous le savez, a le record d'Europe du pessimisme. Quand on est très inquiet, on cherche à être rassuré. Alors ça se traduit comment dans la consommation? Au sens littéral, on demande de la protection, on demande de la sécurité, de l'assistance. Alors, le marché de l'assurance, c'est un marché qui se porte très bien et qui continuera de se porter très bien. Dans l'alimentaire, la protection et la sécurité, ça veut dire l'innocuité, la recherche de l'innocuité, c'est-à-dire une exigence de traçabilité, de savoir ce qu'on a dans l'assiette, pour ne prendre aucun risque pour soi. Et puis de manière plus figurée, la rassurance, ça se traduit par une sensibilité des consommateurs à des thèmes tels que la naturalité ou bien la tradition. Vous voyez, quand on a du mal à se projeter dans l'avenir, on a tendance à revenir en arrière, quoi. Et donc, la naturalité, par exemple, ça nous ramène à la vieille opposition entre la nature et la culture. La culture nous a foutu dans le mur, on nous mène dans le mur, l'avenir est sombre. Donc, revenons à la nature. Elle ne peut pas se tromper. Et donc, dans l'alimentaire, enlevons ceci, enlevons cela, naturel. C'est à peine si la main de l'homme l'a touché. Vous voyez comment ce registre aujourd'hui est extrêmement puissant. C'est assez inquiétant, en fait. Le soubassement sociétal de ce goût pour la naturalité est assez inquiétant. Pareil pour la tradition. Regardez dans l'alimentaire, recettes à l'ancienne, recettes traditionnelles. On va sortir Monsieur Gervais, Monsieur Panzani, etc. On va personnifier des marques par des personnages du passé. Pourquoi? Oui, c'est la nostalgie d'avant. Avant, c'était mieux. La tradition, c'est les valeurs sûres, etc. Et donc, ça vous explique peut-être, entre autres, l'engouement pour les vieux légumes, certains retours de l'engouement pour le commerce de proximité qui incarne cette place du village où tout avait l'air serein, où le commerçant était un voisin, etc. etc. Vous voyez, des images d'Épinal fortement idéalisées, mais qui sont très présentes aujourd'hui et qui s'analysent en grande partie comme la conséquence de ce besoin d'être rassuré face à un avenir qui fait peur. La reliance, c'est le lien aux autres. On a beau être dans une société individualiste, on est très attaché au lien aux autres. Et au contraire, c'est même une valeur très forte. Il y a une sorte de retour du collectif. Mais ce n'est pas un collectif subi comme le collectif d'hier qui emprisonne l'individu. C'est un collectif choisi. C'est l'individu qui choisit avec qui il a envie de fricoter, avec quelle intensité, dans quelle durée, etc.
Alors ça se traduit par exemple par la force des valeurs familiales. La famille est la seule grande institution qui a bien résisté à l'effondrement des macro-institutions, mais pas seulement. Ensuite, on a des réseaux qui se créent, des réseaux virtuels notamment, sur Internet avec Facebook, c'est quand même exemplaire Facebook, ce besoin de s'entourer de spectateurs pour mettre en scène son individualité, mais également des logiques physiques, comme les grands rassemblements. Regardez le rassemblement du 11 janvier, comment ça crée une joie collective de se retrouver collectivement. Ça peut être aussi des regroupements plus communautaires, liés à la religion ou non, les marches homosexuelles, les technoparades, etc. Voilà, ce besoin des autres, mais sur un mode volontaire. Et là, la consommation peut être aussi une manière de se rapprocher des autres. Certaines marques l'ont compris. Une marque peut être le totem d'une communauté. Autour d'une marque, on va réunir des gens qui ressentent des affinités, qui se reconnaissent dans les valeurs ou dans l'imaginaire qui est développé par la marque. Alors les jeunes sont très sensibles à ça, mais pas seulement. Pensez à Harley-Davidson, une marque qui a réussi à fédérer autour d'elle une communauté. Et au-delà de la consommation des produits, à travers la marque, on satisfait cette soif de lien social. D'ailleurs, autre expression, je vais en parler dans un instant, de ce besoin de reliance à travers la consommation collaborative, on est en plein dedans. Quatrième valeur, la responsabilité. C'est assez nouveau, ça. Comme le monde va très très mal et qu'on n'a pas le sentiment que les politiques ont les clés pour nous aider à sortir de là, eh bien, à l'échelle individuelle, eh bien, on essaye de faire quelque chose. Plutôt que rester les bras ballants et se dire, mon Dieu, que ça va mal, eh bien, à son petit niveau, avec des gestes du quotidien, on essaye de faire en sorte de contribuer à ce que le monde aille mieux ou moins mal. Donc, selon les sensibilités, parce qu'encore une fois, il y a hétérogénéité. Ça peut être faire un geste pour l'environnement, trier mes déchets, acheter des produits verts, etc. Un geste pour l'emploi dans ma région, en achetant local. Voilà. Chacun va trouver une manière d'exprimer ça. Il va bien sûr être plus facile de demander aux entreprises de se comporter correctement plutôt que de le faire soi-même, ou au minimum de demander aux entreprises de me permettre de me comporter de manière vertueuse. Ce qui n'est pas toujours évident, si je n'ai pas les informations, je ne peux pas le faire. Cinquième registre, celui-là il est négatif, enfin, les autres étaient à peine positifs en réalité, la défiance. On aurait aimé écrire la confiance, mais malheureusement ce qui règne aujourd'hui, à grande échelle, à tous les niveaux, que ce soit à l'égard des institutions ou de son voisin, c'est la défiance. Et là aussi la France a le record d'Europe de la défiance. On se méfie de tout, et notamment on se méfie des acteurs, des grands acteurs de la société de consommation, des grands industriels, la grande distribution, les marques, qui nous semblent appartenir à un autre monde que le nôtre, notamment rattachés au capitalisme financiarisé, dont on sent que les intérêts ne sont pas les mêmes que les nôtres, même si on prétend que le client est roi. Et donc du coup, position de défiance, on est toujours un peu sur ses gardes, on a du mal à rentrer dans une relation intime, et on a tendance à privilégier des relations avec des petits. Curieusement, alors qu'on se défie des grands, eh bien on a confiance a priori dans les petits, le petit commerçant, l'artisan, le paysan, pas l'agriculteur, le paysan, tout ce qui est petit, qui nous ramène au thème de la rassurance dont je parlais tout à l'heure. Formidable opportunité pour, effectivement, les petites structures, les PME, les coopératives d'agriculteurs, etc., de valoriser cet a priori positif de la part des consommateurs. Mais attention au faux pas, parce que la confiance se mérite et elle se perd très très vite. Vous voyez le petit slide avec cruauté. Rappelez-vous la polémique sur les œufs vendus par Système U, qui a beaucoup travaillé le thème de la responsabilité depuis 10 ans. Et en très peu de temps, cette image a failli dégringoler parce que Système U vendait des œufs de poules élevées en batterie. Alors, contexte qui incite à consommer différemment, parce que le registre immatériel évolue avec les tensions de la société, mais ça veut dire quoi, consommer autrement ? Ces 50% de Français là, qui nous disaient tout à l'heure vouloir consommer mieux, on leur a demandé c'est quoi consommer mieux. Je ne vais pas détailler les résultats que vous voyez à l'écran, je vais vous donner plutôt généralement notre analyse, nous, sur la base de toutes les études que nous avons faites. Se consommer autrement, il s'appuie sur 3 piliers qui vont ensemble. Si vous les prenez un à un, ça ne marche pas si bien. C'est le système que forment ces trois leviers qui fait qu'effectivement, ça fait basculer un certain nombre de consommateurs vers des pratiques un peu différentes. Premièrement, mais il n'y a pas d'ordre, donner du sens à la consommation. Vous allez retrouver un certain nombre de choses que je viens d'évoquer. À travers sa consommation, pas seulement se procurer des choses utiles, mais faire un geste qui va au-delà de la consommation au sens strict. L'environnement, l'emploi, mon quartier, ma région, etc. etc. Alors, on se fera rarement un harakiri pour ça. On ne va pas sacrifier ces bénéfices consommateurs pour une grande cause, mais si en même temps qu'on se procure des bénéfices consommateurs, on peut faire un geste pour quelque chose qui dépasse la consommation, eh bien on est ravis. Deuxième levier, ce que j'ai appelé la ligne consommation.
La consommation maigre. Nous sommes en période de tension sur le pouvoir d'achat. Ça fait près de 10 ans que les 2 tiers des Français nous disent avoir le sentiment de voir leur niveau de vie diminuer. Et de fait, c'est une réalité depuis au moins 2007. Du coup, chaque euro à dépenser doit être dépensé intelligemment. Donc vous avez des consommateurs beaucoup plus réflexifs dans leur consommation, qui élaborent de véritables stratégies. Là aussi, les technologies vont les aider à avoir des stratégies de consommation et vont faire en sorte d'optimiser le rapport effet utile obtenu par la consommation de ce qui est acheté sur somme dépensée. Ce qui veut dire concrètement, on va éviter le superflu, on va tenter d'acheter au meilleur prix une fois qu'on a décidé ce qu'on veut acheter, on va éviter la surqualité, parce que la surqualité, finalement, c'est payer trop cher des choses qu'on n'utilise pas à 100%. On va aussi éviter la sous-qualité, parce que la sagesse populaire a progressé en la matière et est convaincue qu'on est trop pauvre pour se permettre d'acheter du bas de gamme et que le moins cher peut, à l'usage, se révéler le plus coûteux. Donc une sorte de sagesse qui fait que vous avez des consommateurs qui sont devenus des champions de la consommation, de la mise en concurrence, ce qui contribue à rendre les marchés plus difficiles. Et puis la troisième dimension, c'est une exigence d'innocuité de la consommation. Il n'est pas question, à travers la consommation, de prendre un risque pour son intégrité physique ou celle de ses proches. On a vu tout à l'heure les fondements en termes de valeurs qui étaient derrière tout ça. Et donc, dans l'alimentaire, évidemment, on est au premier plan, mais il n'y a pas que l'alimentaire qui est concerné. Rappelez-vous la crise avec les cosmétiques, les parabènes dans les cosmétiques, les solvants dans les peintures, etc. Tous les aspects de la consommation sont potentiellement concernés. Et puis, en positif, au-delà de la fuite devant le danger, il y a une attente d'une consommation que je qualifierais d'empowerment. Une consommation qui me rend plus fort, tournée vers l'individu, qui le rehausse, société individualiste. Je fais ma vie, j'ai besoin, à travers ma consommation, de trouver des supports pour atteindre mes projets. Par exemple, dans l'alimentaire, c'est une alimentation qui me permet au minimum d'être en forme. Une alimentation qui me permet d'augmenter mes capacités physiques, d'augmenter mes capacités intellectuelles. Une consommation qui me permet tout simplement de pouvoir mener à bien mes projets de vie, parce que je suis bien, je suis en état de le faire. Voire, pour les cas extrêmes, une alimentation qui me permet de forger mon corps, comme je le désire. Donc vous voyez, une consommation qui me rend plus fort en tant qu'individu. Quand vous combinez ces 3 dimensions, vous avez effectivement des ressorts extrêmement puissants qui sont en train d'inciter un certain nombre de consommateurs à explorer d'autres manières de consommer. Je voudrais faire un focus sur la question de la qualité des produits, parce que là, on est au carrefour de bien dépenser son argent et de cette exigence d'innocuité. Or, en la matière, le jugement que les consommateurs portent sur la qualité des produits est assez alarmant. Je pense que vous êtes collectivement convaincus que globalement, en tendance, la qualité des produits a tendance à s'améliorer et que vous faites beaucoup d'efforts, en général, pour y parvenir. Nous avons réalisé en l'été 2014 une étude sur la perception des prix et de la qualité par les consommateurs. Et regardez les résultats auxquels on arrive concernant les produits alimentaires. On a posé la question suivante. La qualité des produits alimentaires sur le plan du goût et de la sécurité a tendance à s'améliorer. On demandait aux gens s'ils étaient d'accord avec cette affirmation. Vous voyez, tout à fait d'accord, seulement 4%, plutôt d'accord, 39%. Par contre, plutôt pas d'accord, 35%, et pas d'accord du tout, 13%. Vous avez donc une majorité de Français qui ont exprimé une opinion, qui considèrent que la qualité des produits a plutôt tendance à se dégrader. Donc une déception par rapport à la qualité des produits qui vient complètement porte-à-faux avec cette exigence de qualité à la fois pour en avoir pour son argent et pour être sûr de ne pas porter atteinte à son intégrité physique à travers ce que l'on consomme. Donc du coup, ça a des conséquences assez inattendues. On parle énormément aujourd'hui de la sensibilité des consommateurs au prix. C'est un des ingrédients de la guerre des prix qui règne aujourd'hui dans la grande distribution. Regardez le petit camembert de gauche, question dans la même enquête. Par rapport à il y a 5 ans, avez-vous le sentiment de faire plus attention au prix des produits que vous achetez? Vous avez oui, alors je vois pas très bien ici, 53%, oui beaucoup 53%, oui un peu, 33%. Donc vous avez 88% des Français qui disent effectivement faire plus attention au prix. Ça, c'est pas un scoop. Ce qui est plus étonnant, c'est le graphique d'à côté. Même genre de question, par rapport à il y a 5 ans. Avez-vous le sentiment de faire plus attention à la qualité des produits que vous achetez? Et là, on a des chiffres assez étonnants. Oui, beaucoup, 45%. Oui, un peu, 44%. Ça fait 89% des Français qui prétendent faire plus attention à la qualité des produits aujourd'hui qu'hier. Donc, il n'y a pas que le prix aujourd'hui dans les préoccupations des consommateurs. Il y a le prix et la qualité. Alors, évidemment, ça peut paraître paradoxal. En réalité, ça n'est pas tant que ça si on observe bien ce qui se passe sur les marchés, dans l'alimentaire et ailleurs. C'est qu'on choisit le bon produit, celui qu'on considère comme étant un produit de qualité, quand on a les moyens de le repérer, ce qui ne va pas toujours de soi. Et une fois qu'on l'a repéré, on va essayer de trouver la manière de l'acheter le moins cher possible, en mettant en concurrence les circuits, en essayant d'attendre la bonne promo, le bon moment, les soldes, etc.
Mais on fait de moins en moins de concessions sur la qualité des produits pour pouvoir toucher le meilleur prix. Je crois que c'est un élément extrêmement important qui doit inciter tous les acteurs de l'offre à réfléchir aujourd'hui d'abord sur la qualité et ensuite à comment on arrive à convaincre le consommateur que le produit qu'on lui propose est un produit de qualité, objectiver cette qualité pour justifier qu'on paye plus cher. Parce que souvent, finalement, même si on est animé des meilleures intentions, qu'on souhaite consommer un produit de qualité, comme dans le magasin, on n'est pas capable de repérer le produit de qualité, on va en moins cher. Pourquoi payer plus cher un produit dont on n'est pas sûr qu'il est porteur d'une meilleure qualité? Donc, objectiver la qualité, vous retrouverez derrière une partie des clients prêts à payer plus cher s'ils sont sûrs qu'en contrepartie de l'écart de prix, il y a une différence de qualité. Alors, sur l'alimentaire, on a demandé aux gens, ceux qui nous disent faire plus attention à la qualité, c'est quoi qui vous intéresse dans la qualité? Quels sont les attributs de la qualité qui vous préoccupent et auxquels vous êtes de plus en plus attentifs? Sans surprise, le goût. D'abord le plaisir, vous voyez, on retrouve l'hédonisme, le goût. Juste après, les garanties d'hygiène et de sécurité. On retrouve la rassurance, on ne peut pas prendre de risques. Et puis, l'origine géographique. Ce petit geste citoyen, vous voyez, on retrouve ce petit cocktail que j'évoquais tout à l'heure, de quête de sens, de bénéfices pour soi, etc. Vous voyez que l'environnement vient quand même plus bas, sensiblement plus bas, parce que le bénéfice immédiat pour le consommateur est beaucoup moins marquant. Voilà les trois grandes dimensions de cette envie de consommer mieux en termes de qualité dans l'alimentaire. Alors, donc, vous voyez, les consommateurs sont un peu chancelants, ils sont un peu déçus, ils veulent consommer différemment. Ils vont nous inciter à changer le modèle de consommation. Et de toute façon, ce modèle de consommation n'est pas soutenable. Le modèle de consommation de masse n'est pas soutenable, les experts nous le disent. Si nous continuons à produire et à consommer comme ça dans l'avenir, et surtout si on continue de faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire d'exporter ce modèle dans les pays émergents autrement plus peuplés que les nôtres et en forte croissance, eh bien, ça passe pas. Ça passe pas, on va se prendre de plein pied le mur du choc écologique. De surcroît, vous voyez que l'opinion publique, le petit graphique vert, la petite courbe verte, qui mesure la sensibilité de l'opinion française aux questions environnementales. Vous voyez qu'après un petit creux lié à la crise économique, ça repart. Donc il y a une opinion publique qui est attentive à ces questions-là. Et puis vous voyez bien que les pouvoirs publics sont sommés de réagir et le cadre réglementaire va se durcir de toute façon pour arriver à concilier croissance économique et enjeux environnementaux. Donc notre modèle doit être réformé. Et les consommateurs ont pris de l'avance. Ils ont pris de l'avance incontestablement par rapport aux acteurs de l'offre. Nous avons mis en place un observatoire des pratiques de consommation émergentes en 2013, où nous avons mesuré l'engagement des Français dans 19 pratiques de consommation qui s'écartent des sentiers marchands ordinaires. Donc il y a un peu de tout là-dedans, il y a surtout beaucoup de consommation collaborative. Donc vous avez l'emprunt, l'achat mutualisé, le covoiturage, la location, l'achat d'occasion, etc. Enfin 19 pratiques de ce type-là. On a demandé aux gens, est-ce que vous faites, oui ou non? Si vous faites, avec quelle intensité? Pourquoi vous faites? Comment vous faites? Etc. etc. Nous allons relancer cette enquête cet été. Vous avez ici le résultat global de cette enquête, une typologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez qu'il y a une grosse pastille grise, on les a appelées les traditionnels. Et représentent 39% de notre échantillon. 39%. Pourquoi on les a appelés les traditionnels? C'est qu'en gros, ils ne font pas tout ça. Ils sont restés dans le modèle d'hier. Ils ne font pas tout ça. Ils sont pas dans ces nouvelles formes de consommation. Donc ce n'est pas eux qui nous intéressent, c'est tous les autres. 100% moins 39%, ça fait... pour voir si vous dormez pas. C'est énorme, hein? 60%, 61% pour être tout à fait précis. 60% des Français qui sont donc d'ores et déjà, en 2013, on va voir si ça a encore progressé depuis, qui sont d'ores et déjà significativement impliqués dans ces nouvelles manières de consommer. Alors, chacun à sa manière, hein, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs patates dans mon petit graphique. Chacun fait son bouquet de pratiques qui lui est propre. Il y a des différences selon l'âge, le niveau de revenus, etc. Mais voilà, 60% des Français qui ont déjà pris les devants et qui ont expérimenté, souvent à une échelle importante, des pratiques de consommation différentes, souvent sous-tendues par de nouveaux acteurs. Par de nouveaux acteurs, ce sont souvent ces fameuses plateformes Internet qui sont en train de connaître une croissance spectaculaire, qui sont en train de créer des marques qui deviennent très puissantes et qui, demain, pourraient devenir de nouveaux acteurs plus généraux sur les marchés de la consommation. Blablacar, Airbnb, la ruche qui dit oui, je sais qu'ils sont là, donc j'en profite, etc., etc. Voilà, alors quelques exemples issus de cette enquête pour vous montrer effectivement les ressorts qu'on trouve derrière. La sensibilité à l'origine géographique des produits, c'est un phénomène absolument frappant. Moi, j'ai passé 20 ans au Crédoc, c'est quelque chose qu'on a vu émerger d'un seul coup, j'ai envie de dire au milieu des années 2000. D'un seul coup, nos indicateurs se sont mis à grimper là-dessus. Et effectivement, dans notre propre enquête, c'est pareil. Vous voyez, vous avez 63% des consommateurs interrogés qui prétendent faire attention à l'origine géographique des produits lorsqu'ils achètent des produits alimentaires. Et par rapport à l'année précédente, on avait pris 5 points sur cet item. C'est dire que c'est quelque chose d'extrêmement dynamique.
Donc il y a un petit effet d'âge, c'est plus chez les personnes âgées, enfin plus on est âgé, plus on est sensible à cette origine géographique des produits, puis il y a un effet de revenu. Les revenus les plus élevés sont également les plus sensibles. Quand on demande aux gens pourquoi vous êtes sensibles à ça, c'est intéressant de savoir pourquoi ils sont intéressés à acheter des produits locaux en réalité. On retrouve le petit cocktail du consommer mieux dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, premier motif en vert, parce que ce sont généralement des produits de meilleure qualité. Donc on a bien un bénéfice pour soi. Là, c'est le bon usage de son pouvoir d'achat. Vous voyez que c'est intéressant d'ailleurs de constater ça. Les gens ont le sentiment que quand ils achètent des produits proches, ce sont des produits de meilleure qualité. Bon, je n'ai pas d'opinion tranchée sur la question, mais je me dis que le proche des uns étant le lointain des autres, je ne vois pas pourquoi forcément les produits proches seraient de meilleure qualité. C'est une croyance. En tant que tel, c'est intéressant. Deuxièmement, parce que je fais ainsi un geste en faveur de l'emploi. Hop, là on retrouve la quête de sens. À travers ma consommation, faire quelque chose qui a un impact qui me dépasse. Et le troisième point, en bleu, pour réduire la pollution en réduisant la distance parcourue par les produits. De nouveau, la quête de sens avec une orientation environnementale. Là aussi, ce n'est pas prouvé, tant pis, c'est pas prouvé, mais c'est une croyance. Voilà. Autre pratique émergente, le direct producteur, dont on va beaucoup parler, je crois, aujourd'hui. Selon notre enquête, 5% des répondants se déclarent membres d'une AMAP ou d'une structure équivalente. AMAP, ça ne ferait pas 5%, c'est sûr. 5%, c'est pas rien, ça fait quand même 2 millions de Français. Il y a peut-être un peu de surdéclaration dans l'enquête, mais quand même, c'est loin d'être négligeable. Et puis, au-delà de ces formes un peu extrêmes, vous voyez, des formes plus conventionnelles, mais qui ont un taux de pénétration extrêmement élevé. Je passe sur le marché, qui est une forme assez classique, mais qui retrouve un certain dynamisme après plusieurs décennies d'effritement de ses positions. Le vrac, qui a un taux de pénétration impressionnant. Et puis, les marchés paysans, l'achat dans les marchés paysans, l'achat directement chez l'exploitant, à la ferme, sachant qu'on est dans un pays urbain, pouvoir acheter chez l'exploitant, c'est pas toujours évident. On est sur des taux de pénétration qui sont élevés et qui témoignent d'une envie de se rapprocher du producteur. Et par rapport au socle symbolique de valeur que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas étonnant, si vous voulez. On retrouve ici la rassurance, la reliance, enfin tous ces ingrédients que j'évoquais à grands traits tout à l'heure. Et donc, ça conduit à quelque chose d'assez étonnant. Là, ce n'est pas une enquête de chez nous, c'est CTLM, l'Observatoire CTLM de 2013, qui avait posé une question à l'échelle européenne très, très directe. Dans les années qui viennent, pensez-vous acheter le plus possible directement auprès des producteurs sans passer par les distributeurs? On ne peut pas être plus clair. Sur les 12 pays testés, on est 75% de gens qui disent oui. Et en France, on est à 82%. 82% des Français qui pensent que dans l'avenir, ils vont acheter de plus en plus directement aux producteurs sans passer par le distributeur. Il y a une envie de passer par-dessus les épaules de ce grand acteur qu'est la grande distribution, qu'on considère comme un salopard, pour le dire vite. On aime bien quand même, mais si on pouvait symboliquement s'en passer et traiter en direct quelques petits qui nous ressemblent, qu'est-ce qu'on serait content? Alors, je ne dis pas que systématiquement il y aura passage à l'acte, mais je trouve ces chiffres absolument édifiants et montrent qu'il y a quand même une fenêtre d'opportunité qu'il faut savoir exploiter. Alors, tout ça nous conduit à faire émerger un nouveau modèle de consommation. Il n'est pas là encore, il n'est pas là, mais on le voit venir. Et Rifkin, d'ailleurs, va vous dire des choses qui sont assez similaires. D'ailleurs, c'est un des premiers à avoir senti ça à travers son bouquin qu'il a publié en 2000, qui s'intitulait « L'âge de l'accès ». Ce qui est en train d'émerger, j'appelle ça l'économie des effets utiles. C'est quoi, en gros, la philosophie? C'est de se dire que on a sacralisé le produit avec le Fordisme. Toute l'architecture économique et sociale du Fordisme était fondée sur le produit. L'économie est structurée par branche, chaque branche est un produit, les entreprises fabriquent des produits, il y a le marché du produit où il y a l'offre et la demande, etc., etc. Tout est pensé autour du produit. Le produit n'est qu'un moyen. Ce qui compte à travers le produit, c'est accéder à des effets utiles. Quand un consommateur achète un produit, pas le produit en tant que tel qui l'intéresse. C'est la perspective qu'en consommant le produit, il va bénéficier d'effets utiles. Alors, ce n'est pas des effets utiles fonctionnels. Quand je bois, j'ai plus soif. Pas des effets utiles immatériels. Quand je bois d'eau déviant beaucoup, je vais vieillir en bonne santé. Et ça, c'est encore plus de valeur, etc. Donc, à travers le produit, on cherche des effets utiles. Et finalement, les effets sont considérés comme utiles parce que, tu auras raison, le consommateur a le sentiment qu'il contribue à résoudre un problème. Donc fondamentalement, à travers toute demande d'un consommateur, mais c'est vrai également dans le B2B ce que je vous dis, quand quelqu'un achète un produit ou un service, c'est qu'il a quelque part un problème à résoudre et qu'il estime que les effets utiles que la consommation de ce produit va produire contribuera à résoudre le problème. Eh bien, ce à quoi on assiste, c'est ça. C'est que globalement, le curseur va se déplacer, est en train de se déplacer d'une économie qui est centrée sur le produit, qui n'est que le support matériel des effets utiles, vers une économie qui va aller directement sur les effets utiles et les solutions, à travers la mise en place de modèles économiques qu'on peut qualifier de serviciels. Serviciels au sens où le vendeur ne se contente pas de proposer des produits à la vente,
il va accompagner son client dans la résolution d'un problème, il va lui rendre service. Même s'il vend des produits, même si c'est un industriel, il va rendre service à son client. C'est le propre d'un modèle serviciel qui nous écarte beaucoup du modèle fordien qui dominait dans le monde d'hier. Donc, globalement, l'enjeu est considérable, c'est de passer d'une économie du quantitatif, où les modèles économiques reposent sur la quantité de produits qu'on vend, à des modèles qualitatifs, puisque ce qu'on vend, c'est quelque chose d'immatériel, c'est une solution à un problème. On peut arriver à dématérialiser la valeur, créer de la valeur ajoutée avec moins de matières non renouvelables. Et là, on a une clé pour arriver à concilier croissance économique et développement durable. Alors, c'est en cours, et quelques grands acteurs ont déjà senti la chose et ont amorcé la rupture. Donc je vais vous donner quelques exemples, alors qui sont embryonnaires, des choses très très simples, et là aussi la technologie va nous aider. Regardez dans la grande distribution comment, à travers les étiquettes augmentées, on peut donner aux consommateurs plus d'informations sur les produits pour l'aider à choisir le bon produit et identifier le produit qui lui fournira les effets utiles qui correspondent au type de problème qui le préoccupe. On est très limité par ce qu'on peut mettre sur l'étiquette d'un produit. Avec ça, la quantité d'informations qu'on peut fournir est sans limite, avec une logique d'ailleurs de personnalisation. Autre exemple, vous voyez l'industriel comme Nestlé, qui a un site dédié à son chocolat dessert, la table à dessert. Eh bien, cet industriel est très soucieux d'aider ses consommateurs à bien consommer son chocolat. Donc, il y a tout un parcours de formation à la pâtisserie en chocolat sur le site. Et il y a même une hotline SOS Pâtisserie, un numéro gratuit avec un opérateur derrière. Si vous êtes en train de faire une mousse au chocolat et que le blanc ne monte pas, vous téléphonez et on vous explique qu'il fallait rajouter... Vous ne savez pas. La petite pincée de sel. Voilà. Donc, vous voyez, on est orienté solution. On rend service au client, on ne se contente pas de lui vendre des tablettes de chocolat. Dans l'alimentaire, dans la distribution alimentaire, même nos grands distributeurs ont un peu compris ça. Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment compris. Enfin, concrètement, ils ont mis en place des dispositifs qui rentrent dans cette perspective servicielle à travers le e-commerce à domicile ou le drive. Eh bien, ils rendent service au client en le déchargeant de la corvée de la manutention des courses. Et vous avez vu que le succès est au rendez-vous, notamment avec les drives qui révèlent qu'il peut y avoir du e-commerce dans l'alimentaire, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé. Mais ça, c'est un peu la préhistoire. Il y a des choses plus radicales qui sont en train de se mettre en place. Danone, à travers Evian, qui, sur Paris, a un service de livraison à domicile. Toutes les marques que vous voyez en bas de l'écran, vous pouvez passer commande sur le site de Danone directement sans passer par la distribution, et Danone vous livre tout ça à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner, aller chercher ça dans le magasin, c'est des produits pondéreux, c'est casse-pied à transporter, etc. On nous rend service. Alors, c'est pas du serviciel intégral, mais c'est un pas dans la direction du serviciel. Attention, il y a des acteurs qui ont compris l'enjeu qu'il y a là-dedans, et ceux-là, ils nous viennent de l'Internet. Que ce soit Amazon avec Amazon Fresh aux États-Unis, ou plus inattendu, eBay ou Google avec Google Shopping Express, ces acteurs, ou Instacart qui est une start-up américaine, tous ces acteurs sont en train de se positionner sur la livraison à domicile. Prise de commande, livraison au consommateur. On risque de voir émerger un peu comme l'hôtellerie avec Booking ou TripAdvisor, des plateformes d'intermédiation qui viennent des géants du net, qui vont concircuiter le flux de valeur entre le client et l'amont de la filière, que ce soit les distributeurs ou les industriels. Il faut être très attentif aux grandes manœuvres qui sont en train de s'opérer ici. Ça peut bouleverser complètement l'architecture des filières. Vous avez un acteur comme Vente Privée qui, sur le vin, vous propose une formule d'abonnement, click and drink. Selon votre degré d'expertise, vous payez 29 ou 49 €. Bon, en Bourgogne, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais ici, vous avez une double démarche servicielle. Il y a une sélection de vins qui est faite pour vous. Vous n'êtes pas un expert, c'est compliqué d'acheter du vin. Eux, ils ont l'expertise. Donc, ils vous sélectionnent chaque mois 3 bouteilles de vin, 2 rouges et un blanc. Hop, vous êtes déchargé de cette charge cognitive de choisir, avec tout le risque de se tromper. Et puis, ils vous livrent à la maison, ce qui vous évite de porter les bouteilles. Et vous n'avez plus besoin de vous soucier d'acheter le vin, parce que tous les mois, vous allez recevoir vos 3 bouteilles. Voilà une démarche servicielle appliquée à l'alimentaire de la part d'un pure player de l'Internet. Vous savez peut-être que les grossistes de Rungis ont développé une offre. Il y avait une campagne dans le métro la semaine dernière encore. Le panier de la semaine, vous payez un forfait hebdomadaire et on vous livre tout ce qu'il faut comme produit frais pour la semaine avec les recettes qui vont avec. L'idée, c'est effectivement de réapprovisionner la maison en produits frais en tendant vers une solution de réapprovisionnement et de confection des repas. Et je n'ai pas de slide, mais c'est pour moi l'apothéose. Amazon, qui aux États-Unis, je rappelle, au nord d'Amazon Fresh, vend de l'alimentaire de l'épicerie depuis maintenant une dizaine d'années et qui le fait sur un mode serviciel. En 2 mots, le consommateur choisit pour chacun des produits de son panier la fréquence à laquelle il veut être livré.
sachant que chaque produit a un rythme de consommation dans la maison qui est différent. Donc, je ne sais pas, la litière du chat une fois par mois, l'huile d'olive une fois tous les 15 jours, les savonnettes une fois tous les 6 mois, ça suffit bien, etc. etc. Et une fois que j'ai fait le boulot, terminé, toutes les semaines, je reçois un mail d'Amazon qui me dit demain partira un carton, dedans il y aura ta. Le contenu de chaque carton est différent chaque semaine puisque le rythme de consommation des produits est inégal. Je peux en rajouter, je peux en enlever, je peux arrêter si je pars en vacances. Mais si mon truc est bien fait, ma maison se ravitaille automatiquement. Je suis complètement déchargé du problème du ravitaillement de la maison. Je vous invite à réfléchir, est-ce que l'hypermarché est la solution la plus efficace qu'on puisse imaginer au problème de ravitaillement de la maison? Non. Ici, vous avez un système beaucoup plus efficace qui, de surcroît, fidélise la clientèle, puisque par défaut, toutes les semaines, vous faites vos courses chez Amazon, il n'y a pas besoin de bons de réduction, de prospectus, de promos, machin, etc. Ça se fait automatiquement. Donc, livraison gratuite et moins 10% sur tout ce qui rentre dans l'abonnement. Demain matin, j'ai bien dit demain matin, ça se fera automatiquement. Là, c'est le client qui rentre la fréquence. Demain matin, vous aurez des réfrigérateurs intelligents, des placards intelligents qui contrôleront en temps réel l'état de votre stock et passera commande au prestataire, ici Amazon, par-dessus vos épaules. La maison se ravitaillera littéralement automatiquement. Je vous laisse imaginer l'état des grandes surfaces alimentaires. Et on tend vers ça, puisque Amazon teste en France, pas en France, aux États-Unis, une petite douchette qui permet déjà de scanner les produits qui sont en rupture de stock. Vous venez de finir le paquet de Banania, tac, vous cliquez et votre liste s'incrémente des produits qui sont en cours d'épuisement dans votre réserve. Voilà comment le serviciel rentre progressivement dans l'alimentaire. Et puis, Nestlé a fait quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Babiness, s'il y a déjà de mamans dans la salle, peut-être que vous connaissez. C'est un peu le modèle Nespresso, mais plus tendance, parce que Nespresso, ça commence à être ancien. Donc, c'est une machine qui ressemble à une cafetière Nespresso, avec des capsules pour faire les biberons. Sauf que, elle est connectée. Donc, vous avez évidemment un logiciel qui s'applique à votre ordinateur ou votre smartphone, qui vous donne la prise de poids automatique de votre bébé. Tout ce que votre bébé a ingurgité, et donc qui retrace cette courbe de poids. Mais pour avoir la vraie courbe de poids, il faut avoir une balance. Donc il y a un partenariat qui a été conclu avec Cuisine, fabricant d'objets connectés. Il y a une balance qui est proposée en option, qui rentre dans le système et qui incrémente le tableau de bord de la croissance de votre bébé. Et puis comme la machine est communicante, il y a un contrôle en temps réel du stock de capsules, qui fait que Nestlé peut déclencher un réapprovisionnement automatique lorsqu'il constate que votre stock de capsules est en train de s'épuiser. Là, on est complètement dans une approche servicielle. Voilà. Alors, pendant ce temps, notre grande distribution, elle s'occupe à se battre comme des chiffonniers sur le terrain des prix. Je pense que l'époque où nous vivons témoigne de l'épuisement de leur modèle. Ils sont en train de se battre dans un jeu à somme négative. Ils n'ont rien à gagner à ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils sont pris dans une démarche infernale. Leur légitimité s'est construite dans l'histoire sur la base du prix bas. Ça a été effectivement historiquement très intéressant. C'était un cheval de bataille contre le petit commerce. Ça a été une manière de donner du pouvoir d'achat aux consommateurs et de contribuer à l'élévation du niveau de vie. Aujourd'hui qu'ils dominent le marché de la grande consommation, ils sont en train de laminer leur propre marge. Ils sont en train de laminer la marge de leurs fournisseurs. Et ça ne fait pas grossir le marché, bien évidemment. Donc ce modèle se révèle clairement dans l'impasse. Ils en sont tous convaincus individuellement. Simplement, collectivement, ils ont du mal à en sortir, Bon, on commence à voir malgré tout, surtout on voyait un peu dans les années précédentes, aujourd'hui c'est mis en sourdine, qu'ils avaient pris conscience de la nécessité de faire évoluer leur modèle dans une direction qui me paraît bien illustrée par le groupe Casino, qui est de répondre à l'hétérogénéité des consommateurs, l'individualisation des modèles de consommation, par la création d'un commerce de précision. D'ailleurs, la formule venait de Jean-Charles Naouri. Il disait « Nous sommes en train de passer d'une distribution de masse à un commerce de précision ». Donc au lieu, avec un concept unique, comme l'hypermarché, d'essayer de draguer tous les consommateurs qui ne se reconnaissent pas là-dedans, puisqu'ils sont devenus très, très différents les uns des autres, eh bien on va segmenter le marché de plus en plus finement. Et face à chaque segment de marché, chaque type de consommateur, chaque type d'occasion d'achat, chaque motivation d'achat, on va essayer de mettre un concept commercial qui répond avec précision aux attentes de cette cible. Et donc l'idée, c'est d'arriver à la fois à ratisser large et à labourer profond, par la pertinence de l'approche offerte par chacun des segments. Donc voilà une première voie qui devrait donner ce qui manque aux enseignes de la grande distribution, de la différenciation, parce que s'ils sont à ce point confrontés à une guerre des prix, c'est qu'ils sont identiques les uns par rapport aux autres aux yeux des consommateurs. Donc créer de la différenciation et une capacité à donner du sens à travers des enseignes qui devraient devenir des marques porteuses d'un imaginaire qui elle-même est capable de les installer sur une approche servicielle du type de ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Autre effet de cette révolution commerciale en cours, la confusion des genres qui est en train de s'opérer. On est habitué à un monde bien structuré avec des industriels, des distributeurs et des consommateurs. Les cartes sont en train de se brouiller. Les MDD ne cessent de progresser. Alors pas en France, parce que raison locale, réforme de la loi Galland, etc., le poids des MDD se tasse un peu en France. Il est élevé, mais il se tasse. Partout ailleurs dans le monde, il continue de progresser. Donc mon analyse est que ça continuera de progresser dans l'avenir, parce que c'est comme ça que les distributeurs sortiront de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. C'est un sujet un peu complexe, si vous voulez, on le prendra en discussion. Donc ma conviction est que l'avenir de la distribution alimentaire et non alimentaire, c'est la marque propre, c'est la marque enseigne. Donc évidemment, ça mord sur les prérogatives des industriels, puisque le marketing descend au stade de la distribution. C'est un formidable levier de différenciation et de création de valeur lorsqu'ils réussissent à avoir des gammes de MDD qui ont une vraie personnalité. Et puis de l'autre côté, sans doute que ce n'est pas étranger au point précédent, vous avez des industriels qui cherchent à nouer le contact direct avec le consommateur. Nespresso a été le premier à le faire. Ce n'est pas réservé aux grands. Vous avez la Belle-Illoise qui a un vrai réseau de distribution aujourd'hui. Evian, chez vous, je vous l'ai montré tout à l'heure. InVivo, ça a été évoqué tout à l'heure, qui a amorcé la création d'un réseau de distribution avec ses magasins frais d'ici. On voit bien qu'aujourd'hui, ça bouge des deux côtés et qu'on va converger vers quelque chose qui n'était ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire des acteurs qui vont vendre en direct aux consommateurs des produits uniquement de leur marque. Que ce soit à l'origine des industriels ou à l'origine des distributeurs, à vrai dire, bientôt on ne saura plus. Prenez le commerce de l'habillement, c'est le plus avancé dans cette direction. Célio, Zara, Naf, c'est quoi? C'est des distributeurs qui ont intégré la production? C'est des producteurs qui ont intégré la distribution? On ne sait plus, c'est ni un ni l'autre, ce sont des marques enseignes. Je terminerai en vous disant que, attention, pendant que ce petit monde de l'industrie du commerce s'observe et mène des stratégies plus ou moins agressives, notamment dans la grande distribution, ils sont complètement obsédés les uns par rapport aux autres. Auchan ne regarde que Carrefour est obsédé par Leclerc. Enfin bon, pendant ce temps, il se passe des choses aux franges. Je vous l'ai montré avec les consommateurs qui explorent de nouvelles manières de consommer, que les grands acteurs de la consommation n'ont pas réellement vu jusqu'à maintenant. Et puis on voit que ces acteurs aux franges se développent. Ils viennent de mondes très très différents. Amazon, terrifiant. Alibaba, ils nous viennent de l'étranger. Google, qui nous vient de l'Internet. La Ruche qui dit oui, une start-up, ou Instacart, une start-up. Et puis même, quelquefois, l'initiative de petits producteurs, comme les drive fermiers, qui ont l'air de rencontrer un certain succès. On vous donnera des chiffres au salon Fodali très prochainement. On vient de faire une étude pour eux. Voilà, ça bouge aux franges, et ça nous amène à réfléchir, et ce sera mon élément de conclusion. Attention, quand le changement est aussi radical, un changement de système, pas juste un changement technologique. L'histoire nous enseigne que la démographie d'entreprise suit, qu'en général, à ce moment-là, c'est l'occasion de redéfinir le tissu économique, que les champions d'hier, englués dans leur certitude, dans leur inertie organisationnelle, ont beaucoup de mal à prendre les mesures des changements qui s'imposent. Et une fois qu'ils l'ont pris, c'est souvent trop tard. Ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement pour rentrer dans le monde qui vient. Donc c'est souvent l'occasion pour des nouveaux acteurs de prendre le leadership. Donc, je reprendrai en conclusion ce que j'avais dit en introduction. Au-delà de l'innovation technologique, je pense qu'il est urgent de prendre la mesure du caractère systémique des changements que nous sommes en train de vivre et en même temps qu'on réfléchit à comment on lance de nouveaux produits de plus en plus performants, de plus en plus en phase avec les attentes des consommateurs, réfléchir à l'innovation de business model. Et je suis ravi que le président ait annoncé que les groupes d'étudiants allaient travailler non pas sur l'innovation produit, mais sur l'innovation de modèle. Je pense qu'effectivement, ce dont on a besoin aujourd'hui, notamment le monde de la production, c'est d'innovation sur le plan des modèles économiques. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée de réflexion. Professeur Moati, merci pour cette conférence magistrale dans tous les sens du terme. Alors tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le consommateur, sur les consommateurs 3.0 sans oser le demander, vous avez l'occasion, ne soyez pas timide, vous avez l'occasion de poser pendant une dizaine de minutes des questions à Philippe Moati. Allez, qui se lance? La première question est toujours la plus difficile. Quelqu'un va vous faire passer un micro. Si vous voulez bien tendre la main, une dame là-bas sur la gauche, et si vous voulez bien vous présenter également. Je vous demanderai d'être relativement bref dans votre propos, straight to the point, comme on dit en Angleterre. Alors, on a un petit problème de micro? Voilà. Si la régie veut bien allumer le micro 3, s'il vous plaît.
Bonjour, Gwenola Yanou-Lebris, AgroParisTech. Merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé tout à fait passionnant. J'avais 2 questions, 2 remarques par rapport à votre présentation, enfin d'autres, mais peut-être qu'on aura l'occasion de discuter par ailleurs. Je vais essayer d'être brève. La première, c'est par rapport à ce que vous évoquez, que moi j'appelle plutôt l'économie des fonctionnalités sur les produits et la dématérialisation des produits. On sait en analyse environnementale produit qu'il y a toujours un danger de rebond. C'est-à-dire que l'intégration notamment d'éléments serviciels dans les produits, notamment en relation avec tout ce qui est NTIC, etc., peut donner la sensation qu'effectivement, dans un premier temps, le produit va induire moins d'impact environnemental, mais en réalité, on déporte pour bonne partie les impacts, ou par le rebond, on va générer de nouveaux impacts par ailleurs. Donc, je trouve que les solutions proposées dans les dématérialisations que vous évoquez sont intéressantes, mais que leur intérêt social et environnemental dépend du périmètre que l'on considère. Ça, c'est un premier point. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. On va peut-être demander au professeur Moatti de répondre tout de suite. Arrêtez avec le professeur. Vous avez sans doute raison. Et je pense qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire. Les économistes ont pris un peu la suite des spécialistes de l'écologie pour promouvoir ces modèles alternatifs, notamment le modèle de l'économie de la fonctionnalité. Mais il reste maintenant à s'assurer que, tout bien considéré, vous avez bien fait de le préciser, ce sont des modèles qui sont vertueux sur le plan environnemental. C'est pas sûr, et c'est pas sûr qu'il le soit systématiquement en tout cas, ce qui signifie premièrement d'intensifier les recherches sur la question, deuxièmement sans doute de canaliser ce mouvement dans cette direction par un cadre réglementaire qui fait qu'on s'assure que la trajectoire que l'on emprunte soit la bonne, parce qu'une fois que le mouvement sera amorcé, ce sera difficile de revenir en arrière, quoi. Votre deuxième question, brièvement, si vous pouvez. Oui, ça a trait avec le changement de système de distribution et la question des grandes surfaces. Vous dites qu'il y a des modèles alternatifs qui se développent. Pour autant, ces systèmes alternatifs, à votre connaissance, qu'est-ce qu'ils représentent comme part du marché? Parce que c'est comme le bio, il double, sauf qu'il est tout petit. Donc voilà, quelle est la part effective? Et puis, quand l'on dit que les MDD prennent de l'importance, comment vous voyez leur impact également sur la capacité à innover des marchés? Philippe Moatti. Qu'est-ce qui prend de l'importance? Je n'ai pas entendu. Les MDD. Les MDD, pardon. Les MDD. Okay. Vous avez raison. Nous, on mesure des taux de pénétration, on ne mesure pas des dépenses. Donc les taux de pénétration sont significatifs sans être spectaculaires, mais ça ne dit rien des fréquences. Et donc les montants en jeu sont certainement assez faibles. Hier, j'ai eu une discussion avec l'un des fondateurs de La Ruche qui dit oui, vous en parlera cet après-midi, je crois. Alors c'est assez impressionnant, la croissance est impressionnante, le nombre de cruches, c'est intéressant comme lapsus, le nombre de ruches est significatif. Par contre, le volume d'affaires que ça génère est encore anecdotique. Donc, moi, je prends ça comme des signaux faibles porteurs d'avenir, comme on dit. Et surtout, je le prends comme la manifestation d'une disposition des consommateurs à consommer autrement. Et vous savez que les sous-bassements sont solides en la matière. Et c'est pour ça que moi, je ne m'émeus pas, au contraire, de voir des grands acteurs industriels ou distributeurs s'engouffrer là-dedans. Certains vous diront c'est de la récupération. Ben, tant mieux, tant mieux. Eux ont les moyens de nous faire passer à une autre échelle. Et donc je suis ravi de voir quasiment chaque semaine que dans tel ou tel sous-secteur du commerce ou industriel, on a des acteurs qui font un pas dans cette direction. Je pense qu'avec leur puissance économique et la force de leur marque, ils ont un effet d'entraînement. Simplement, il faut bien qu'ils soient à l'écoute de ce qui est latent aujourd'hui dans le monde de la consommation. Et je crois pouvoir dire effectivement que les consommateurs ont pris de l'avance sur les acteurs de l'offre. Donc, exploitons cette prédisposition. Les startups révèlent qu'il existe des choses. Il faut passer à les vitesses supérieures. Et ça, c'est que les grands acteurs qui sont capables de le faire, même si au passage, on risque de dénaturer un peu la dimension idéaliste de tout ça. Une autre question dans la salle ? Merci de vous présenter. Laurent Vidal du groupe Invevo en charge du développement des magasins Frédici. Moi, je voulais vous poser une question sur comment bien cibler le curseur rapport qualité-prix, parce qu'aujourd'hui, on a un tel écart entre les premiers prix et le haut de gamme
Vous parliez de la distribution avec des produits dont le prix est divisé par 3 quand ils sont en promo. Et il y a une réelle perte aujourd'hui de cette connaissance, de cette capacité à fixer le prix d'un produit chez un consommateur, sur lequel on se pose des questions sur comment justement trouver et mettre le bon curseur. Vous avez raison. C'est une des principales conclusions de l'étude qu'on a fait cette année sur la perception que les Français ont des prix. Ils sont perdus. Les consommateurs ont une conception du prix que les économistes n'ont plus d'ailleurs, hein, sur lequel en gros le prix serait le reflet de la valeur, quoi. Et la valeur d'un produit dépend de la quantité de matières premières, de la quantité de travail incorporé. Donc, en quelque sorte, c'est ça le cheminement. La difficulté à produire fixe la valeur et le prix exprime quelque part la valeur avec des fluctuations, quoi. Mais quand les fluctuations du prix sont aussi importantes dans le temps, dans l'espace, selon la gueule du client, etc., on ne comprend plus. On se dit le prix devient déconnecté de la valeur. Donc, on est face à des consommateurs complètement désarçonnés par rapport à la fluctuation des prix. Alors, évidemment, qui en jouent, hein, qui essaient de faire des bonnes affaires. C'est parfaitement rationnel, mais qui, du coup, perdent confiance dans la vérité des prix qui leur est proposée. Donc, que vous dire en contrepartie de ça? Moi, deux conseils, mais c'est facile de dire comme ça en 2 minutes. Hein. Expliquer l'information du prix. Je pense que la démarche qu'avait eu Système U, de décomposer le prix de la bouteille de lait, c'est vraiment ce qui va dans la bonne direction. Montrer comment on construit un prix, faire de la pédagogie. Et si vous faites ça, eh bien, ça n'interdit pas de faire des promos, mais des promos à la Picard, quoi. C'est 20%, on comprend c'est de l'animation commerciale. Diviser un prix par 2 ou par 3, ça n'a plus de sens, quoi. Hein. Donc, être pédagogue, ça n'empêche pas de faire de l'animation commerciale, mais qui sera comprise comme étant de l'animation commerciale, sans remettre en cause la vérité du prix. Deuxièmement, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, on peut vendre plus cher si on donne des gages de la qualité. On a fait des expérimentations, l'économie expérimentale. Vous savez, on fait des scénarios dans nos enquêtes et on joue sur un paramètre pour voir l'effet de ce paramètre sur la réaction des consommateurs. Je ne vais pas vous expliquer ça en détail, ça prendrait trop de temps. Mais en gros, on a montré que si on est capable d'objectiver la qualité, on a fait ça sur des produits non alimentaires, hein, l'origine géographique, made in Germany contre made in China, la durée de garantie, etc., la disposition à payer augmente. Là aussi, je crois vous l'avoir montré rapidement, il y a un terreau favorable. Simplement, quand on interroge les gens, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le prix et la qualité des produits? Est-ce que le prix est un bon indicateur de la qualité? Eh bien, la majorité des gens pensent que non. Et ils ont raison d'ailleurs, hein. Il y a eu des études qui ont été faites objectives, hein, qui ont mis en relation les écarts de prix avec les écarts de qualité. L'écart de prix est un très mauvais indicateur de l'écart de niveau de qualité. Donc il y a un gros travail du côté de l'offre. Alors je ne sais pas comment on fait, parce qu'il y a déjà une prolifération de labels qui rend les choses illisibles, hein. Mais il faut arriver à objectiver la qualité. Donc si, 1, vous savez expliquer comment se construit le prix, 2, vous savez objectiver la qualité, je pense qu'on peut sortir de cette logique infernale dans laquelle nous sommes collectivement engouffrés. Ce qui ne vous empêchera pas de faire l'animation commerciale, parce qu'aujourd'hui, on y a tous pris goût. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question avant de passer à la deuxième conférence. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Si vous voulez vous manifester. Sinon, je pense qu'on passera à la deuxième conférence avec Janet Wang du groupe Alibaba. Parfait, écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier Philippe Moati. Merci infiniment.